Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que j'avais décidé d'arrêter mes études universitaires sur un total coup de tête. Vraiment, du jour au lendemain, j'ai dit, en fait, c'est pas pour moi, je me casse. Alors que j'avais commencé un master que j'aimais beaucoup, en fait, qui m'intéressait énormément, puisque c'était un master de communication digitale et de journalisme à l'université de Genève. Cette décision, j'en ai parlé au moment où je l'ai prise, donc il y a de ça maintenant 2 mois et quelques. Sur Instagram, donc si tu me suis pas sur Insta, je t'invite à le faire parce que là-bas je parle des choses qui m'arrivent au moment où elles m'arrivent, donc souvent les premières personnes au courant des sujets dont je parle sur YouTube, c'est les personnes qui sont sur Insta parce que c'est là où je fais tous mes brainstorming, où je pose des questions, où d'ailleurs je fais participer aussi mes abonnés aux futures vidéos qui vont sortir et tout. C'est aussi là-bas que je partage des informations qui concernent ce qui se passe au quotidien. Ça peut être des événements, ça peut être des manifestations, ça peut être des actions, peu importe. Enfin, en tout cas, des choses qui peuvent potentiellement intéresser mes abonnés au quotidien, sur l'actualité, sur les choses qui se passent à Genève, en France, ailleurs, peu importe. Donc aujourd'hui, j'aimerais surtout parler des raisons qui m'ont poussée à arrêter l'Uni sous un prisme peut-être sociologique, un petit peu quand même, parce que je pense que mon expérience n'est pas juste due à des critères psychologique personnelle, genre moi, Carolina Gonzalez, qui ai du mal avec l'université, je pense que les difficultés que j'ai rencontrées, elles découlent aussi, en grande partie, du fait que je suis issue d'un milieu social qui n'est pas hyper favorisé à l'université, dans le sens où, alors je suis pas pauvre et j'ai jamais considéré que je l'étais, quand même issue d'une classe sociale dans laquelle le pourcentage de gens qui font des études supérieures n'est pas excessivement élevé, ou en tout cas ceux qui arrivent jusqu'au bout ne sont pas très nombreuses. Pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui savent juste pas ce que je faisais en fait en parallèle de mes vidéos, faut savoir que j'ai commencé en 2018 des études universitaires en sociologie, donc à l'université de Genève, dans le but du coup d'obtenir un bachelor qui est l'équivalent d'une licence en France. Et en fait, quand je suis arrivée à l'Uni, ça faisait 2 ans que je faisais rien, entre guillemets, dans la mesure où j'avais pris 2 années sabbatiques après avoir fini la maturité gymnasiale, donc l'équivalent du baccalauréat en France. Et donc après cette étape, je savais pas trop quoi faire de ma vie, je savais juste que idéalement fallait que je fasse des études. Et en plus de ça, comme je suis le genre de personne qui a toujours eu beaucoup de facilité à l'école et pour qui ça n'a pas été un problème d'étudier, et ben forcément tous les adultes de mon entourage me poussaient dans la direction des études supérieures en me disant voilà, t'es super intelligente, t'as toutes tes chances, va à l'université, tu vas voir, c'est vraiment fait pour toi, tu peux pas faire autre chose parce que sinon ce serait du gâchis. Sauf que je savais pas ce que je voulais étudier. Je suis arrivée du coup à la fin de la maturité gymnasiale, il fallait que je continue, mais je voulais pas continuer pour continuer et je voulais pas faire des études entre guillemets clichés de médecine ou de droit juste parce que ça rendrait fiers les parents, tu vois. Je dis que je savais pas ce que je voulais faire, mais c'est pas vrai. En fait, je voulais devenir artiste. Je voulais faire des arts plastiques, moi je voulais peindre, je voulais sculpter, je voulais faire des choses avec mes mains en fait. C'était vraiment un rêve que j'avais depuis plusieurs années. Et même si mes parents m'ont jamais mis de couteau sous la gorge, il y avait quand même une certaine un certain scepticisme par rapport à mes envies de carrière, parce que eux voilà, quand ils sont arrivés, ils avaient rien, ils ont pas fait d'études, ils s'en sont sortis comme ils pouvaient. Aujourd'hui voilà, ils ont une situation qui leur permet aux deux de vivre correctement. Alors ils roulent pas sur l'or, mais ils vivent bien entre guillemets. Du coup ils étaient quand même un peu en mode bon, tu peux faire quand même un peu mieux que nous, tu vois, genre, et artiste, c'est stylé, mais c'est pas une garantie d'avoir une vie stable, d'avoir un bon revenu et tout. Et justement, comme tu es si intelligente, ma fille, et comme t'as autant d'aisance à l'école, ce serait quand même cool que tu fasses des études. Et donc voilà, je leur ai dit que j'avais envie d'attendre, d'être sûre, machin, et j'ai voulu tenter ma chance, du coup, à la Haute École d'Art et de Design de Genève. Du coup, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'inscrire, etc. Je me suis fait un portfolio, et j'ai fait, du coup, toutes les étapes jusqu'au moment du dernier entretien. J'ai même payé la taxe d'inscription de 150 balles, donc c'est pour dire vraiment qu'en fait j'y étais presque, hein, j'allais être prise dans cette école, sauf que je me suis tiré une balle dans le pied toute seule et j'ai décidé en fait que j'allais pas aller jusqu'au bout de l'inscription. Pour plusieurs raisons. Alors, à l'époque, je m'en rendais pas du tout compte et j'avais pas les mots ni la conscience de ce que je vais dire maintenant, mais je ressentais très fort un immense malaise. Parce que dès les premiers échanges que j'ai eus avec cette institution, du coup, et avec les autres élèves qui allaient s'inscrire, j'ai senti qu'il y avait un monde entre eux et moi, sans pouvoir expliquer, sans pouvoir vraiment
réaliser en fait de quoi il s'agissait, d'où venait en fait cette différence. Et le point culminant en fait de ce sentiment, ça a été le jour de la dernière étape de l'inscription, donc c'était un entretien qu'on devait avoir avec les professeurs qui avaient déjà vu notre portfolio et qui allaient nous faire un retour dessus pour nous dire en gros si on était pris ou pas. Et donc en fait à ce moment-là, du coup je me suis retrouvée avec plein d'autres élèves qui attendaient leur tour, qui attendaient d'être appelés et qui avaient leur portfolio en main, etc., qui avaient déjà été analysés. Et donc moi, j'ai commencé à demander aux gens, du coup, tu fais quoi, machin. Et je voyais que leur portfolio, il était hyper stylé. Déjà, ils avaient dû claquer, je pense, 200 balles juste pour Pour les gens qui savent pas ce que c'est un portfolio, en gros, c'est un genre de document qui sert à classer une certaine sélection de tes œuvres, en fait. C'est vraiment comme un carnet de présentation, si tu veux. Et donc, je voyais ces gens avec des portfolios ultra stylés, alors que moi, j'avais acheté le truc le moins cher possible trouvé en supermarché. Je voyais leur tenue, je voyais leur coupe de cheveux, je voyais leur manière de parler, je voyais qu'ils venaient avec leurs parents, alors que moi, mes parents n'en avaient absolument rien à foutre, en fait, de m'accompagner pour ça, parce qu'ils y comprenaient, entre guillemets, rien, sans les rabaisser. C'est juste qu'en fait, c'est pas dans leur culture, entre guillemets, c'est pas... Et quand je dis culture, je dis au sens large, hein, je dis pas culture par rapport à leurs origines ou quoi, je dis juste qu'en fait, dans leur quotidien, ça n'existe pas vraiment, en fait, ces trucs, moi, qui m'intéressaient, en termes artistiques. Et donc, je voyais des parents d'élèves qui étaient là et qui échangeaient avec leurs enfants et qui participaient, en fait, à leur créativité, qui avaient participé à leurs frais pour acheter tout le matériel nécessaire pour qu'ils fassent leurs œuvres et tout, alors que moi, je débarquais avec des dessins que je faisais dans mon coin et que vraiment, je me sentais comme une méga schlag, en fait, pour être honnête. Mais, à nouveau, à l'époque, j'avais pas du tout la grille de lecture que j'ai maintenant. Je sentais juste que j'étais pas à ma place, j'avais juste l'impression en fait que je faisais tâche, et donc quand j'ai fait l'entretien avec les profs une fois qu'ils m'ont appelée, littéralement, pendant qu'ils me parlaient de mes dessins et qu'ils me disaient que c'était bien mais que c'était un peu trop explicite, un peu trop concret, que eux ils aimeraient bien voir ce que je peux proposer en termes plus conceptuels, etc. Bah eux ils me parlaient de ces trucs et en fait genre ils étaient plutôt encourageants dans le sens où ça se voyait qu'ils avaient bien envie quand même de me prendre, même s'ils faisaient des retours un peu des critiques, voilà. Et moi, en plein milieu de l'entretien, je leur ai dit, écoutez, laissez tomber. Genre vraiment, en fait, vous faites une erreur, ça sert à rien. J'ai paniqué sans savoir exactement pourquoi, j'ai juste compris qu'en fait, on allait me transformer. Je crois que j'ai eu peur de ça, je crois que j'ai eu peur de plus être moi-même et qu'on me pousse à être quelqu'un d'autre qui ne m'inspirait pas du tout et qui n'avait rien à voir avec les codes qui étaient les miens, avec les envies qui étaient les miennes, etc. Et je crois que juste, j'ai eu peur pour rien parce que si ça se trouve, j'aurais pu aller jusqu'au bout et avoir eu une carrière d'artiste incroyable. Mais voilà, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule, je me suis barrée et personne n'a compris autour de moi pourquoi j'avais fait ça parce que tout le monde savait autour de moi que c'était mon rêve et que j'avais vraiment envie de devenir artiste et qu'en fait j'aurais voulu tout faire pour que ça arrive. Mais cette pression inconsciente que j'ai ressentie et ce décalage que j'ai ressenti avec les autres élèves et même avec l'établissement et tout, je sais pas comment dire, mais il me suscitait rien, j'avais pas de... Bref, je me suis barrée, j'ai écouté mon intuition. Et ça n'a pas été une erreur puisque l'année qui a suivi, donc une autre année sabbatique, j'ai continué donc de travailler en supermarché et je me suis renseignée un petit peu sur l'université et savoir potentiellement quelle filière pourrait m'intéresser dans un truc peut-être un peu plus classique quoi, et plus sûr. Et c'est là que j'ai découvert l'existence de la sociologie, grâce notamment à une personne qui m'est très très chère, qui s'appelle Claire Ballet, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est donc aujourd'hui la directrice du master dans lequel j'étais, du Media Lab donc à l'université de Genève. C'est une personne à qui je dois énormément parce que c'est la toute personne de toute ma vie, la toute première personne à être venue me voir depuis les réseaux sociaux et me dire que j'avais du potentiel, que je pouvais faire des études universitaires en sociologie parce que en fait pour elle je faisais déjà de la socio avec mes vidéos et c'est elle qui m'a encouragée à faire ça, qui m'a poussée à travailler en dehors de YouTube. Elle m'a donné des opportunités de travail à la Haute École de Travail Social, à l'université de Genève, dans d'autres événements. C'est vraiment quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a dit mais en fait tu peux faire de grandes choses et moi je veux t'aider à le faire. Alors que on se connaissait pas, juste elle était tombée sur mes vidéos, elle m'a laissé un commentaire, je me souviendrai toute ma vie de ce commentaire où elle m'a dit mais Carolina, ce que tu fais c'est de la sociologie et je pense que tu kifferais ce domaine. Et donc je me suis intéressée à ça, je suis devenue amie avec cette personne et d'ailleurs vraiment si tu passes par là, merci du fond du cœur pour tout ce que t'as fait pour moi parce que
ça m'a changé la vie. Et donc j'ai décidé de commencer des études en sociaux après ces 2 années sabbatiques. Et forcément ça m'émeut un peu de parler de ça parce que c'est vraiment grâce à YouTube que j'ai obtenu toutes les opportunités de ces dernières années qui sont des magnifiques opportunités. J'ai pu voyager, j'ai pu travailler avec la télé, j'ai pu participer à des événements incroyables, j'ai pu rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais pas sur les réseaux sociaux. Parce que justement moi je vis dans un entre-soi de classe très très fort dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Mais depuis 26 ans j'habite au même endroit, je côtoie les mêmes personnes, on est tous issus de la même catégorie sociale, on a tous les mêmes problèmes entre guillemets, et donc c'est vrai que la probabilité pour qu'un jour y ait une chercheuse scientifique, professeure, à l'époque elle était professeure à l'université de Montréal, elles étaient pas très grandes en fait. Et c'est grâce à YouTube en fait que ces liens ont pu se faire et que ces occasions ont pu voir le jour en fait. J'arrive donc à l'université de Genève en sociologie et je découvre une passion totale pour cette discipline au point que j'ai fait une chaîne YouTube de vulgarisation sociologique que tu peux trouver dans la description si tu ne connais pas cette chaîne. Elle s'appelle La Socio avec Caro et c'est une chaîne que j'aimerais reprendre là ces prochains mois parce que j'ai envie d'en faire un vrai projet, j'ai envie vraiment de faire un truc sérieux avec cette chaîne. Mais vraiment, la sociologie c'est mon premier amour. J'étais passionnée dès le départ, j'ai adoré ces études-là, je consommais absolument tous les cours mais avec un enthousiasme pas possible au point que j'ai gardé l'écrasante majorité de tout ce que j'ai étudié ces dernières années dans des petits classeurs qui vont me servir pour cette chaîne en fait, parce que à chaque fois que j'étudiais, je me disais oh il faut que j'en parle en vidéo, oh c'est un concept incroyable, il faut que j'en parle à mes abonnés, oh et ça ce serait trop facile à expliquer avec telle image, avec telle illustration, etc. Bref. Et donc là par exemple tu vois j'ai le résumé, donc c'est mes notes à moi, hein, c'est pas le cours en soi, c'est mes notes sur voilà, sociologie de la médecine, là c'est sociologie de la famille, là c'est bon sciences politiques j'aimais un petit peu moins mais bon c'était des cours qu'on avait obligatoirement, là c'était un cours par rapport à la géographie et de la socio, enfin bref il y avait tellement de choses et du coup là tout ça là pour moi c'est mon précieux, vraiment vous vous rendez pas compte mais ça vraiment la prunelle de mes yeux. Il faut savoir que techniquement un bachelor ça s'obtient en 3 ans si on fait du coup le cursus normal entre guillemets. Moi je l'ai obtenu en 4 ans tout simplement parce que j'ai rencontré pas mal de difficultés sur la route comme beaucoup d'autres élèves. Les difficultés en question j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, elles étaient d'ordre psychologique et matériel. Donc pour la partie psychologique j'ai fait toute une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Santé mentale, tu vas la retrouver dans la description si ça t'intéresse. Et en gros c'est juste que bah voilà en commençant les études tous les problèmes que j'avais déjà avant se sont amplifiés. Les épisodes dépressifs se sont multipliés et se sont aggravés, l'anxiété n'a fait qu'augmenter. En plus de ça, on m'a diagnostiqué un trouble de la personnalité borderline, j'ai fait le pire épisode dépressif de toute ma vie en 2020 alors que j'avais commencé mes études en septembre 2018, donc un peu plus d'1 an après le début de ce parcours, bah voilà, j'étais déjà out en fait, j'étais déjà au bout de ma vie, ce qui a fait que j'ai dû rallonger mon cursus. Concernant le côté matériel, bah voilà, c'était vraiment pas la grande joie. À l'époque, je vivais avec moins de 1500 francs par mois, et en fait, je dirais même à peine plus de 1000 balles par mois, sachant que j'habite à Genève, et que c'est vraiment rien pour une ville qui coûte aussi cher, enfin juste pour que tu aies une idée, ici on doit payer l'assurance maladie, donc tous les mois, et à l'époque je devais payer 300 balles d'assurance maladie mensuelle, en plus de tout le reste, donc des factures, du loyer, parce que du coup à cette période-là j'ai emménagé avec mon ex dans un studio de 28 mètres carrés, on vivait les deux dans ce studio et les deux on était étudiants, et ça n'a pas facilité les choses parce que forcément du coup on s'est retrouvés dans des situations de stress et tout par rapport à ça. Faut savoir que j'ai assez vite démissionné de mon travail de caissière à l'époque parce que juste en fait c'était en train de me bousiller même physiquement alors que j'avais à peine la vingtaine en fait à l'époque. J'en paye encore les conséquences aujourd'hui, là au moment où je te parle j'ai le trapèze qui brûle parce que j'ai dû me mettre une crème et prendre des myorelaxants et machin, j'ai des tendinites chroniques à l'épaule alors que vraiment j'ai fait que 2 ans à la caisse et que j'étais hyper jeune et en très bonne santé physique, et ça a suffi pour me blesser l'épaule probablement toute la vie puisque c'est un problème que j'ai de façon chronique. Et voilà, donc en fait, j'ai décidé de démissionner, de vivre grâce à YouTube, et comme tu le sais, YouTube, bah, c'est pas non plus ce qui génère le plus de thunes, en tout cas dans mon cas, puisque bah, jusqu'à maintenant, j'ai toujours compté que sur les dons des gens et sur les pubs qui passaient en fait... Enfin, qui passent toujours sur mes vidéos, et donc ça c'est pas non plus des masses de thunes. Donc vraiment, c'était pas facile de continuer les études sereinement
tout en ayant ses problèmes mentaux, tout en devant faire de l'argent, enfin bref. Donc je connaissais l'existence des bourses, j'avais fait une demande de bourse en début 2020 quand je suis tombée en dépression, qui m'a été refusée. Ce premier refus de la bourse d'État a été vraiment le dernier coup de marteau en 2020 qui m'a enfoncée dans la dépression la plus horrible que je n'ai jamais vécue. Je sais que je le répète et que j'insiste dessus, mais c'est parce que vraiment c'était hyper grave. Les gens qui étaient là à l'époque, je pense que vous vous rappelez, c'était vraiment genre the end. J'étais vraiment à ça de partir d'ici, c'était plus possible. Et donc pendant cette année-là, 2020, bah, j'ai fait une pause dans ces études-là et c'est pour ça que j'ai dû rallonger le cursus d'1 an. Et j'ai fait en sorte de me soigner, tout ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux, heureusement. Mais c'est important de relever que c'est le refus de la bourse d'État qui m'a vraiment enfoncée jusqu'au bout. Parce que là, je me suis dit, attends, le dernier espoir que j'avais de faire en sorte que ma vie soit plus légère vient de me glisser entre les mains. Et à l'époque, j'avais pas du tout la force de faire des recours. J'avais pas du tout la force de me renseigner sur pourquoi il y avait autant de refus. Heureusement, il y a d'autres étudiants qui m'avaient dit qu'en fait, c'était quasi systématique, que très souvent, ils faisaient des refus aux gens, alors même qu'ils y avaient accès, mais qu'il fallait constamment se battre, faire des recours, enfin bref. Et j'avais pas cette force, c'était pas possible. Donc j'ai littéralement laissé tomber et j'ai essayé de focaliser cette année-là mon attention sur le fait de guérir et d'aller mieux mentalement. Il faut savoir que on a une session d'examen en janvier pour le semestre d'automne et une session d'examen en juin pour le semestre de printemps. Et donc en janvier 2022, j'ai eu le Covid. Donc j'ai pas pu me présenter à la session d'examen alors que j'étais prête et que j'avais révisé pour cette session d'examen. Et donc automatiquement je suis partie en rattrapage. Sauf que les rattrapages, ils ont lieu soit à la session de juin et ils vont s'ajouter aux nouveaux examens du coup qui concernent les cours du printemps. Donc ça veut dire que du coup il y avait plus d'examens à réviser. Soit je reportais encore cette session de rattrapage en août pour les rattrapages du coup des personnes qui n'ont pas réussi en juin et qui se retrouvent à tout faire à la fin de l'été, juste avant la rentrée. Je sais pas si c'était très clair, mais bref. Tout ça pour dire que du coup, j'ai passé tout l'été à rattraper les examens que j'ai pas pu passer en janvier. Et en plus de ça, à la fin du bachelor, en tout cas dans notre filière, il faut qu'on rende ce qu'on appelle un projet de recherche, un travail de bachelor, donc c'est comme un mémoire de master si tu veux, mais niveau licence. Et du coup, ce travail de bachelor, j'ai bossé dessus tout l'été 2022. Il faut savoir que pendant tout ce temps, j'ai toujours travaillé à côté de l'uni. Au début, c'était à la caisse. Après, j'ai essayé avec YouTube, j'ai eu beaucoup de mal et j'ai fini par devoir chercher ailleurs parce que ça suffisait pas. C'était beaucoup trop de travail pour trop peu de revenus. Je suis sur un projet de co-réalisation d'une web-série qui va sortir bientôt, j'espère en tout cas. Elle était censée sortir en hiver dernier, il y a eu du retard, bref, mais normalement là cet été ça devrait être bon. Donc j'ai commencé à percevoir un salaire depuis le mois de février 2022 jusqu'en août 2022 parce que je bossais sur ce projet de co-réalisation de web-série et ça vraiment c'est une opportunité en or et j'en parlerai plus longuement quand je parlerai de ce projet. Mais du coup voilà, j'avais cette sécurité d'avoir ce salaire-là, sauf que voilà, il était de février à août et à partir d'août, il fallait que je me démerde autrement. Tout ça pour dire que j'ai quand même continué de jouer sur plusieurs plans et tant bien que mal, j'ai réussi à obtenir mon diplôme de sociologie, enfin, en septembre 2022, à 3 jours de la rentrée du master. Ça veut dire que pendant tout ce temps, je n'ai pris aucune pause et c'est justement une des raisons de mon absence sur les réseaux sociaux, alors que ça me passionne et que j'adore ça, mais c'est juste qu'il fallait que je fasse mon argent, que je finisse mon diplôme et que je trouve un truc à faire après, parce qu'en fait, là, mon contrat avec cette histoire de web-série, il s'est terminé en août, et il fallait que je trouve encore autre chose. Et donc je me suis dit, bon, ok, en 2020 ça n'a pas marché, mais là, pour le master, ça va marcher, je vais refaire une demande de bourse et je vais m'y prendre plus tôt, je vais le faire avec l'aide d'une assistante sociale et ça va marcher. Quand je te dis que j'étais sûre que j'allais obtenir la bourse, pour moi, il n'y avait pas d'autre option. Tous les gens qui m'entouraient, qui connaissent mon quotidien, qui savent du coup exactement comment je vis, etc., ils m'ont dit, mais bien sûr que tu fais partie des élèves qui sont accessibles à la bourse, en fait, genre pourquoi tu l'as pas demandé avant? Et à chaque fois je me faisais engueuler par tout le monde, même par des profs qui me disaient, mais pourquoi vous demandez pas la bourse? Enfin genre, qu'est-ce que vous vous cassez la tête et tout? Vous êtes éligible à la bourse, allez-y, je sais pas quoi. Et donc j'ai fait toutes les démarches avec une assistante sociale cette fois, et vraiment je me suis pris vachement à l'avance pour être sûre vraiment que les choses étaient bien faites et pour avoir enfin la paix et pouvoir continuer mes études avec un peu plus de légèreté. J'ai donc fait toutes les procédures qu'il fallait, j'ai envoyé mon dossier et faut savoir que ça prend quand même un certain temps. J'ai envoyé mon dossier fin août, début septembre.
Ouais. Et j'ai obtenu une réponse en novembre. Ça veut dire qu'entre septembre et novembre, il a fallu que je me démerde comme je pouvais, et c'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, à nouveau, j'insiste, mais merci infiniment à toutes les personnes qui me font des dons sur YouTube, parce que c'est littéralement vous qui me permettez de faire des courses, de payer mes factures et de vivre au quotidien. Genre, vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment littéralement vous qui me faites vivre, en fait. Merci du fond du cœur. Et c'est plus YouTube qui me fait vivre que YouTube, parce que YouTube vraiment rémunère comme de la merde. Bref. Septembre passe, octobre passe, novembre passe, et je sens que je kiffe le master, mais que je suis épuisée. Je suis fatiguée, genre là je sens que en fait j'ai besoin de vacances, je me suis pas arrêtée, j'ai toujours été sous pression là, ça faisait des mois qu'en fait y avait pas de répit tout simplement. Et donc ouais, j'allais en cours mais avec beaucoup de difficultés. Et pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo sur mon histoire avec l'ordinateur et l'autre bouffon là qui m'a volé, en plus de ça, je devais suivre les cours avec un ordi pété qui était là une semaine sur deux, parce que pendant des mois, j'ai dû faire des allers-retours dans un magasin de réparation pour qu'on me répare mon ordi. Bref, une immense galère. Je te laisserai voir la vidéo si tu veux t'informer là-dessus. Mais du coup, ouais, je faisais ce master, mais voilà, les choses étaient toujours aussi dures, quoi. Et je comprenais pas, j'étais là, mais attends, pourtant là j'ai plus de loyer à payer, j'ai moins d'obligations qu'avant, parce que, bah en fait, comme je l'ai dit, j'ai vécu pendant 1 an et demi avec cet ex dans ce studio, et fin 2020, quand je l'ai quitté, je suis retournée vivre chez ma mère. Et heureusement, ma mère, elle sait que je peux pas payer ma part de loyer ici, tout simplement parce que je n'ai pas les revenus nécessaires. Et donc, voilà, j'ai ça déjà en moins à penser. Et pourtant, j'étais toujours autant en stress, j'étais toujours autant en PLS, toujours aussi dépassée par les événements et tout. Et je me suis dit, bon, allez, on attend la réponse de la bourse. Une fois que j'aurai la réponse de la bourse, c'est bon, je vais pouvoir me sentir plus apaisée et peut-être plus reposée. Parce que t'imagines bien que pendant tout ce temps, j'ai pas pris de vacances, je suis pas partie, et même si je voulais, bah j'aurais pas pu. Enfin bref, on arrive au mois de novembre, j'attends avec impatience cette fichue bourse d'études, en tout cas la réponse, rien que ça. Ils prennent des plombes à te répondre, genre vraiment, je crois que c'est entre 60 et 90 jours à partir du moment où ils réceptionnent ton courrier. Donc entre 2 mois et 3 mois, tu vois. Donc toi tu fais quoi entre temps, tu vis comment? Bon bref, mystère. Et donc un soir je rentre chez moi, j'ouvre mon courrier et je vois que j'ai enfin la réponse que j'attends. Je m'empresse d'ouvrir le courrier hyper enthousiaste, où vraiment je me dis yes, enfin, c'est bon, ça y est, je vais avoir la paix. Et c'était un refus. Comment te dire à quel point j'ai pété ma tête sur Instagram, j'étais tellement énervée. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des stories et j'ai vidé mon sac. J'ai fait un giga coup de gueule. Et en plus, ça fait longtemps en fait que j'en fais pas parce que déjà, ça me saoule, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de cortisol pour rien. Et parce qu'en fait, toutes ces années de thérapie qui sont derrière moi m'ont appris justement à essayer de gérer ce sentiment si difficile à gérer pour les personnes borderline, qui est le sentiment de frustration et de colère et de haine. Et donc là, j'étais remplie de poison. Vraiment, j'ai ouvert ce courrier. Comment dire? J'étais dégoûtée, j'étais dépitée, j'avais envie de tout brûler, tout casser, j'en pouvais plus, j'étais désespérée. Et il faut savoir que 2 semaines auparavant, donc ça n'a rien à voir avec l'université, j'avais reçu un autre courrier. Alors pour le coup, c'est ma mère qui a reçu ce courrier, mais c'est moi qui le lis parce que ma mère a du mal un petit peu avec le français, elle est immigrée colombienne, elle a du mal à comprendre le jargon administratif des institutions en français. Et du coup, on avait reçu un courrier de la part de notre régie, nous menaçant de résilier notre bail et de nous expulser. En gros, c'est un de nos voisins qui a décidé de nous dénoncer à la police parce qu'il pensait qu'on faisait quelque chose d'illégal dans notre appart. En fait, il voulait juste nous casser les couilles parce que nous, on avait appelé la police avant parce qu'on le soupçonnait de battre sa femme, hein, comme quoi la police sert toujours énormément dans ce genre de situation, parce que finalement, il n'y a pas eu de résolution par rapport à notre suspicion de violence conjugale. Par contre, ils se sont bien activés quand le voisin en question, pour riposter, nous a dénoncé en supposant que voilà, on avait des activités un peu douteuses chez nous. Et donc là, la police, oui, elle a réagi, et la régie, régie, j'espère que t'arrives à suivre, la régie nous a écrit un courrier pour nous menacer et pour nous dire qu'il fallait qu'on prouve que nanani, je peux pas donner tous les détails ici, bref. Disons que déjà à la base, et ça tu le sais parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, l'administration et moi, ça fait 12 000 parce que je passe mon temps à me battre avec les gens au téléphone qui te parlent mal, qui sont condescendants, qui omettent de te donner des informations importantes ou qui te culpabilisent de pas les avoir parce que en fait, oh, tu n'es pas juriste, tu n'es pas avocat, tu n'es pas notaire, oh là là, bon bah alors tu vas aller te faire foutre. Bref, plus sérieusement, j'avais fait une vidéo où justement je parlais de toutes ces conneries administratives, en fait, de tous ces bâtons dans les roues qui sont mis aux gens qui ont le plus besoin d'aide administrative, en fait, et qui ont le plus besoin d'obtenir des bourses, des subsides, des attestations, on s'en fout, en fait, mais genre, c'est tout le temps la même chose. T'as pas les informations,
on te les donne pas, quand tu vas les chercher, on te culpabilise de pas les avoir. Revenons à cette histoire universitaire, je reçois ce refus de bourse, tout le monde me dit va faire un recours, parce que la majorité des gens que je connais à l'uni qui ont une bourse d'études, ils m'ont dit qu'ils avaient d'abord essuyé un refus et qu'ensuite ils ont dû faire un recours ou aller chercher ailleurs des sous, parce qu'il n'y a pas que la bourse d'État, il y a d'autres bourses, des fondations privées, etc. Mais comme je t'ai dit, je n'en pouvais plus, j'étais lessivée, c'était plus possible, genre là, je n'avais plus d'énergie en moi. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais reprendre mes vidéos à ce moment-là. D'ailleurs, en automne dernier, t'as vu, j'ai parlé de ça, j'ai dit là, j'ai plus le choix, faut que je revienne, vraiment, c'est la merde. Le seul revenu sur lequel je peux compter, c'est vous. C'est pour ça qu'en automne, je suis revenue et j'ai essayé d'être régulière. Sauf que, comme t'as pu le constater, j'ai redisparu aussitôt. Pourquoi? Parce que j'ai pété ma tête. J'ai rechuté, je suis retombée malade, en dépression, j'ai recommencé à fumer. En plus de ça, juste, c'est l'usure en fait. J'en pouvais plus, j'avais l'impression qu'en fait, j'avais pas de répit, tu vois. Donc là, j'étais là en mode, il va falloir encore que je déploie de l'énergie pour survivre et tout. Non mais ça y est, ça va, c'est bon, laissez-moi tranquille. C'est pas normal que je doive faire un choix entre travailler ou étudier. Et oui, je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui sont très précaires et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'université et qui travaillent à côté. Mais ça, je suis complètement au courant et je fais partie de ces gens. En fait, j'ai jamais arrêté de bosser. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils pensent que voilà, t'es sur les réseaux et tout, c'est pas du vrai travail. Alors effectivement, c'est pas la caisse. Ça tombe bien, moi j'ai fait les deux, donc je peux comparer et je peux dire en fait à quel point l'un ou l'autre coûte et sur quel plan. Du coup, moi j'ai fait ce travail à la caisse, j'ai fait ce travail sur internet, mais dans tous les cas, c'est énormément de temps, énormément d'énergie, et ça vient empiéter sur tes études. Parce que les étudiants, eux, qui sont fils de propriétaires, qui ont de l'argent de poche qui est donné par leurs parents, machin, truc, tout ça, ceux qui bossent pas, alors déjà, je sais pas quel pourcentage ils représentent dans une université, mais surtout, effectivement, ils ont plus de chances d'arriver à la fin de leurs études plus facilement que nous. En fait. Donc oui, les études pour tout le monde, l'éducation accessible pour tout le monde, ouais non, en fait, non. D'ailleurs, un truc qui me scandalise et je ne comprends pas comment c'est possible dans une ville comme Genève et dans une université aussi prestigieuse, parce que ça, ils aiment bien le mettre en avant, hein. Nous, on est, je sais pas où, dans le top mondial des unis, je sais pas quoi, nanana. Comment c'est possible que dans toute l'université, on n'ait que une seule assistante sociale? Une assistante sociale pour des milliers d'élèves. Quand on m'a dit ça au début, j'y croyais pas. J'ai dit ce n'est pas possible. Il peut pas y avoir une assistante sociale dans l'uni pour tous ces élèves. Et quand je suis allée voir l'assistante sociale en question, parce que du coup c'est elle qui a suivi mon dossier pendant un moment, je lui ai demandé, mais j'ai fait, mais il y a que vous. Genre, il y a que vous là, vous allez me dire, il y a pas d'autres assistantes sociales pour gérer les élèves de l'université de Genève? Toutes matières confondues, hein, toutes facs confondues. Elle m'a dit oui, il y a que moi. Et donc là je me suis dit, mais attends. On est combien de milliers d'élèves à l'uni? S'il n'y a qu'une assistante sociale, ça veut dire que finalement, peut-être on n'est pas tant que ça à avoir besoin d'assistance sociale. Donc ça veut dire que quoi? La majorité des élèves, ils n'ont pas besoin d'assistance sociale? Donc ça veut dire que c'est quoi la situation dans laquelle eux, ils évoluent? Ça m'a fait poser des questions sur à quel point ma réalité est partagée par les autres élèves. Et quand même, on va recontextualiser les choses. Là, je parle de ma situation, mais c'est pas du tout la pire. Moi, je fais partie d'une classe sociale inférieure, populaire, comme on dit. Mes parents ne roulent pas sur l'or. Moi, je galère un peu tous les jours, mais je n'ai jamais eu froid, je n'ai jamais eu faim, j'ai toujours eu accès à de l'eau chaude, etc. Donc j'estime ne jamais avoir été pauvre à proprement parler. Et d'ailleurs, ce serait une insulte totale envers mes parents et tout ce qu'ils ont fait et leur famille, etc. Si un jour je dis que, même ne serait-ce que j'ai été précaire. Les familles de mes deux parents, donc respectivement la famille espagnole du côté de mon père et colombienne du côté de ma mère, ces deux familles-là sont des gens qui vivent vraiment dans la précarité. Et je dirais même, concernant la famille de ma mère, qui a connu la misère en fait, la vraie pauvreté, tu vois. Donc évidemment que quand toi tu te penses par rapport à ces personnes-là, qui est ta famille, qui est ton sang, qui sont tes proches, et que toi, t'as eu la chance de naître dans ce pays, de vivre dans une ville comme Genève, et en plus de ça, d'arriver jusqu'à l'université, je suis la toute première de ma famille, du côté de mon père comme de ma mère, à faire des études universitaires. Je sais pas si tu te rends compte quand même, c'est beaucoup, en fait, dans une histoire familiale, c'est quelque chose, c'est un événement, tu vois. Et donc, bien sûr que moi, j'ai toujours considéré que j'étais riche. J'ai toujours considéré que j'ai eu de la chance. J'y pensais pendant des années que j'étais même une bourgeoise, alors que pas du tout. Mais c'est comme ça que je me percevais, parce que je me pensais en fonction de ma famille, des deux côtés. Et j'en avais parlé dans cette vidéo-là, d'ailleurs, où j'avais eu une réalisation massive de mon appartenance de classe. C'était une douche froide totale parce que tout d'un coup j'ai pris la réalité genevoise dans la gueule, de pleine face en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que rien que mon adresse sur un CV, ça pouvait déjà dissuader quelqu'un de m'embaucher juste parce que là où j'habite c'est trop connoté schlag. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis ça parce que c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, mais c'est vrai, genre j'ai des potes,
quand ils font des CV, quand ils envoient des courriers machin, ils vont pas mettre leur adresse ici, même s'ils habitent dans cette cité, ils vont mettre l'adresse par exemple de leurs parents qui a déménagé, s'ils se sont séparés ou divorcés machin, et qui habitent dans un autre quartier. Et quand j'ai su que j'avais des potes qui faisaient ça, genre, pour moi c'était genre, quoi? J'ai fait, ah bon? C'est... Parce que justement, eux, ils avaient pris conscience déjà de ce genre d'enjeu bien avant moi, en fait. Et donc, ils avaient déjà mis en place des stratégies comme ça pour mettre plus de chances de leur côté. Bref, tout ça pour dire que j'ai énormément de mal à évaluer quel est le pourcentage d'élèves qui sont dans la même situation que moi, ou pire, à l'université. Et je sais qu'il y en a. Et je sais qu'il y en a sûrement beaucoup plus que ce qu'on pense. Et je sais surtout qu'en fait, plus les années à l'uni passent, plus le tri se fait de façon violente. Parce que c'est un entonnoir, vraiment. Genre, c'est... en première année, tu vas trouver... Même en sociologie, hein. En première année, tu vas trouver, voilà, une diversité de genre, une diversité de culture, une diversité de couleur de peau, une diversité d'origine sociale, etc. Mais je t'assure que dès la première année, pap, tu passes à la deuxième et il y a déjà la passoire, là, qui a fait son taf, tu vois. Donc, ouais, ça me pose question, et cette question, en fait, m'est venue avec cette fameuse information comme quoi on avait une assistante sociale pour toute l'Uni, c'est pas possible. Enfin, bref, revenons du coup à ce fameux mois de novembre. J'ai des galères administratives, je sais pas comment je vais m'en sortir avec l'argent, j'essaie de revenir sur les réseaux sociaux, j'arrive pas à tenir le rythme parce qu'en fait, il faut que j'assure mes études, mais là, je commence à être dégoûtée, alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui adore l'école, à la base, j'adore ce que j'étudie. Je t'ai dit tout à l'heure, je vouais un amour inconditionnel à la sociologie, et c'est toujours le cas d'ailleurs. J'adore cette discipline, c'est une des choses qui me stimule le plus dans la vie. J'adore vraiment ça. Et là, j'étais en train d'être dégoûtée. Parce que même si mon master, c'est pas un master de sociaux, il y a énormément de sociaux dans ce qu'on étudiait en communication digitale et journalisme. Et j'avais pas envie d'aller en cours, j'arrêtais pas de pester dès que je rentrais dans l'université, j'avais un cafard en moi et j'avais envie d'agresser tout le monde, les profs, alors qu'il y a des profs que j'adore et qui sont super, j'étais vraiment, genre je détestais tout le monde. Et ça me ressemble pas, je suis un bisounours, je dégouline d'amour en continu, et quand je suis comme ça, après bon, c'est peut-être parce que je suis borderline, donc c'est vraiment tout ou rien à chaque fois, mais vraiment, j'allais à l'uni à reculons, quoi. Et tu sais, vraiment, j'étais dans ce mood un peu... tu sais, souvent on dit ça, des personnes âgées, genre elles sont aigries, elles voient que le mal partout, la seule chose qu'elles veulent faire c'est se plaindre et tout machin. Bah je me sentais comme ça, en fait. Genre, vraiment, j'arrêtais pas de ruminer un venin à la con en moi, d'une frustration, ça m'énervait. Et tout le monde me disait, oui, mais il y a celle option. L'assistante sociale qui me disait, non mais attendez, on va trouver une solution, on va débloquer des fonds d'urgence, machin, truc. Bref, elle m'avait dit plein de trucs à faire, mais moi, je croyais en plus rien. J'étais dégoûtée de tout, j'avais plus la force, et j'étais là, mais en fait, tout ça là, ça... Non, je veux plus ça. Et donc, j'ai commencé à... Sur le moment, pas consciemment, mais j'ai commencé à envisager potentiellement que... Ouais, j'allais pas aller jusqu'au bout de cette histoire de master là, genre ok, j'ai un bachelor de sociaux, ouais, bah c'est bien, mais bon, normalement quand tu fais des études comme ça, il faut un minimum un master, tu vois. Parce que, contrairement aux personnes par exemple qui vont à l'école de travail social, à la haute école de travail social, pardon, bah nous on n'a pas d'expérience professionnelle. Donc là, maintenant, je te mets au défi de trouver un travail qui correspond vraiment à ce que tu as étudié, avec juste un bachelor de sociaux. Alors ça existe, tu peux trouver. Tu peux trouver surtout justement dans le milieu du travail social. Mais on va exiger de toi que tu aies un minimum fait des stages, une expérience professionnelle, ce qui est normal, tu vois. Mais voilà, du coup, moi, avec un bachelor de sociaux, c'est vrai que j'étais un peu en mode... Bah, je sais pas, je sais pas ce que je vais faire, quoi. Donc voilà, j'ai continué comme ça jusqu'aux vacances de Noël. Forcément, dans tout ça, j'ai pris du retard parce que j'avais plus envie d'aller en cours. Donc il y a des cours, en fait, que je procrastinais. Je me disais, bon, je vais les rattraper en ligne pendant les vacances et tout. Et vas-y, c'est du coup la période des vacances, il faut se préparer pour les examens de janvier, et donc je me suis fait un programme, une planification pour rattraper mon retard et me mettre un coup de pied au cul et me dire bon allez, tu vas passer les examens, ça va aller. Un matin du coup je me lève, je prends mon ordi, je vais dans un café pour me motiver à réviser, j'ouvre mon ordinateur, je commence à écouter un cours et je comprenais rien. Et c'est pas que je comprenais rien parce que le contenu était trop dur, je comprenais rien parce que mon cerveau était saturé. Tu sais, quand tu lis une page et que tu te rends compte que t'as lu mais sans comprendre. Donc tu recommences, tu relis ta page et puis tu te rends compte que tu viens de refaire la même connerie, t'es là mais attends. Donc je me dis bon, à la place d'essayer de lire un cours, au pire je vais écouter l'enregistrement et tout, peut-être ça ira mieux. Et j'écoute l'enregistrement et pareil, ça rentre par là, ça sort par là, j'arrive pas à me concentrer, je comprends rien et je me mets juste à pleurer devant mon écran. Donc j'étais là comme ça dans le café, ça faisait genre 3 minutes que j'avais lancé l'enregistrement et non, je comprenais rien. J'ai fondu en larmes et en fait vraiment à ce moment-là, ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes parce que t'es en train de détester
C'est un truc qu'à la base tu adorais. Et je trouve qu'en fait c'est super malsain ça. Je suis allée vers un des clients du café, je voyais à peu près qui c'était, parce que je l'avais déjà vu, et je me suis assise vers lui et je lui ai dit ouais, je sais que ça va paraître un peu bizarre et tout, ce que je vais vous demander, mais j'ai juste besoin d'un conseil. Et je voudrais savoir ce que vous feriez à ma place. Et donc je lui ai expliqué la situation en genre 2 minutes 30. Et il m'a souri et il a réfléchi un petit peu et il m'a dit écoute, faut que t'écoutes ton cœur, mais prends quand même 2-3 jours avant de faire une décision définitive. Genre, je vois que t'es dépassé, genre ça se voit que t'en peux plus et tout, mais avant de prendre une vraie décision officielle et d'annoncer quoi que ce soit, où que ce soit, prendre 2-3 jours. J'ai décidé d'appliquer le conseil de ce monsieur parce que si je m'écoutais moi-même, j'aurais appelé l'Uni moi-même le soir même et j'aurais dit exmatriculez-moi immédiatement, je ne veux plus rien savoir de cette institution, je ne serai plus jamais étudiante. J'étais vraiment dans un truc hyper radical, tu vois. Et heureusement, du coup, j'ai fait ce qu'il a dit, j'en ai parlé à d'autres amis, à des proches, à ma famille et tout, et moi ce qui m'angoissait le plus c'était mes parents. Vraiment ça pour moi c'était ce qui me faisait le plus peur. J'ai eu l'immense soulagement que mes parents aient vu ma détresse et qu'ils ne m'aient pas culpabilisée par rapport à ça. Et les deux m'ont dit la même chose, ils m'ont dit qu'ils étaient déjà très fiers que j'ai eu un premier diplôme et que pour eux c'était déjà un super accomplissement et que fallait pas que je me mette la pression, qu'eux ils voulaient que je sois bien et que peu importe mes choix, tout ça, enfin bref, là pour le coup mes deux parents ont été adorables, ils n'ont pas toujours été pour tout, mais là pour le coup ça m'a fait beaucoup de bien, et en discutant du coup avec mes amis machin, c'était très clivé. Certains me disaient que ça se voyait que ça faisait plusieurs mois que j'étais au bout du rouleau et que franchement j'allais me rendre un grand service, et qui m'encourageaient justement à me dire mais meuf, à part ça, genre avec ta chaîne YouTube tu peux faire tellement de choses, t'as tellement d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi, mais pourquoi tu vas faire un master en communication digitale meuf, t'es déjà sur les réseaux, genre tu vas apprendre des trucs que tu sais déjà faire, nanana. Donc vraiment des gens qui m'ont poussé à partir en me disant mais ça sert à rien ton papier de merde là, on s'en fout. Et d'autres qui me disaient mais non vas-y, allez, t'as plus que ça à tenir, en plus de ça, bah ouais, si t'as un diplôme niveau master, bah tu seras mieux rémunéré après par la suite, parce que effectivement dans un monde dans lequel on ne pense que diplôme constamment, et bah c'est important d'en avoir et tout, bref. Et du coup c'était vraiment genre pas du tout homogène. Mais j'ai fini par écouter juste mes limites. En fait, c'était la seule chose qui comptait, c'est que je sentais que là j'étais en train d'outrepasser mes limites et que j'allais revivre un épisode qui a failli m'emporter en 2020, et il était hors de question en fait de retraverser ce que j'avais traversé en 2020. Donc j'ai écouté mes limites, et j'ai écouté aussi mon amie Annabelle, que je ne présente plus, que j'ai déjà invitée plein de fois sur cette chaîne, qui m'a dit meuf, pour moi il y a rien, mais absolument rien qui justifie de souffrir à ce point en fait. Tu souffres, et elle voyait que je souffrais. Et d'ailleurs elle a fait une vidéo en parlant de ça que je vais aussi mettre dans la description, où elle explique pourquoi elle a pas fait d'études supérieures en fait. Et c'est très intéressant, je t'invite à regarder cette vidéo parce que elle dit des choses qui résonnent du coup même chez les gens qui en font des études supérieures, mais moi en tout cas c'est vrai que ouais, je l'avais trouvé pas mal cette vidéo. Et un truc qui m'a aidé à prendre ma décision, c'est vraiment d'envisager plusieurs possibilités et celle qui me donnait le plus envie. Parce que je me suis dit bon, entre arrêter les études ou les continuer, il y a peut-être d'autres options. Une de ces options par exemple, c'était de changer de master. Je me suis dit bon, peut-être qu'en fait c'est ce que tu étudies qui ne va pas. Donc reviens à ton amour premier, reviens à ce qui t'a donné envie à la base de faire ces études-là, la sociologie. Donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait en master de sociologie. Et il est super, il a l'air génial, et je pense que tu peux effectivement trouver beaucoup de travail grâce à un master de socio, mais c'est quand même assez orienté pour la recherche. Et moi, entre nous, si je fais de la socio, c'est pour faire de la recherche. Je pense que je serais capable de le faire. Si un jour j'ai à nouveau l'énergie, l'envie, les ressources nécessaires pour le faire, il y a moyen que je retourne à l'Uni, que je fasse un master de socio pour ensuite faire un doctorat et devenir chercheuse. Parce qu'en fait, ça me passionne vraiment. J'aimerais en fait, mais là, tout de suite, maintenant, comment te dire, c'est plus possible. C'est que de la souffrance, non. Et en fait, en voyant que même le master de sociologie ne me donnait pas envie, parce que pour moi, il aurait signifié encore de longues années d'études et donc potentiellement de longues années de souffrance, en tout cas dans les conditions qui sont les miennes maintenant. Quand j'ai vu qu'en fait même ça c'était pas possible, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je parte. Parce que j'allais finir par vraiment haïr étudier, le fait d'étudier, tu vois. Et en fait ça me rend triste. Parce que moi, à la base, c'est quelque chose qui me stimule énormément et qui, en fait, participe aussi à mon inspiration pour cette chaîne YouTube et pour l'autre aussi. Parce que, comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, tout ça, je l'ai pas emmagasiné, je l'ai pas mis au propre, je l'ai pas organisé pour rien.
C'est parce qu'à la base, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est important, qui a de la valeur et tout. Et là, on en était arrivé au point où j'étais en train d'être dégoûtée par la sociologie tout court, en fait. Donc, plutôt que de réviser pendant les vacances de Noël, j'ai décidé de m'éteindre. Et pendant plusieurs semaines, j'étais dans un état dépressif, quoi. Genre, je me suis isolée, j'ai vu le moins de monde possible, j'ai essayé de me reposer le plus possible, je me suis coupée du monde et j'ai fait en sorte de mettre les compteurs à 0. Vraiment, j'avais besoin qu'il ne se passe plus rien dans ma vie. C'est comme si c'était des vacances forcées, mais c'était des vacances pourries du coup, parce que j'ai beaucoup cafardé, j'ai beaucoup ruminé, j'ai beaucoup pleuré, j'étais très angoissée, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai essayé de remettre les compteurs à 0 totalement. Et à la rentrée, du coup, j'ai pris rendez-vous avec le conseiller aux études, je lui ai parlé de ma situation. Faut savoir que, en tout cas, dans ma fac, si t'es à l'université de Genève, tu peux prendre ce qu'on appelle un congé de 6 mois ou d'1 an. Alors j'avais déjà fait ça pour mon année de bachelor, mais en fait c'était un congé, c'était pas vraiment un congé officiel, c'est juste que du coup, je me suis pas pointée en cours et j'étais pas allée aux examens et je suis partie en rattrapage, quoi. J'ai rallongé le cursus d'1 année. Mais en fait, je savais pas que tu pouvais demander un congé officiel et donc pendant 6 mois, on ne te compte pas dans les cours et du coup, si tu vas pas aux examens, ça sera pas compté comme une absence, si tu rends pas les travaux, ce sera pas compté comme... Enfin, t'auras pas une mauvaise note ou quoi, c'est vraiment juste, t'es pas là pendant 6 mois, voire 1 an. Et du coup, il m'a proposé de faire ça, il m'a dit soit vous prenez un congé d'1 an, mais vous êtes obligé de revenir dans ce master au bout d'1 an, vous pouvez pas aller ailleurs, quoi. Mais l'avantage, c'est que le congé te permet de garder le statut d'étudiant. Et ça, c'est très pratique. Soit vous vous exmatriculez. Et du coup, j'ai décidé qu'en fait, j'allais quitter définitivement l'Uni. Parce que j'ai besoin d'avoir de la paix mentale. Si je prenais un congé, alors effectivement, pendant 1 an, j'aurais pas dû me pointer en cours. Mais juste l'idée et la perspective de devoir reprendre là où je m'étais arrêtée, je pense que ça aurait suffi déjà à m'angoisser assez pour ne pas vraiment me reposer, en fait. Donc j'ai décidé, là, cette semaine, j'ai écrit mon courrier pour m'exmatriculer, je l'ai envoyé avant-hier. Et voilà, donc là, je suis en pleine démarche pour sortir, en fait, de ce statut. Et comme je l'ai dit dans mon courrier d'exmatriculation, j'espère un jour retrouver goût aux études et peut-être revenir dans de meilleures conditions avec plus de ressources et une meilleure santé mentale. Donc c'est pas inenvisageable que je reprenne des études un jour, par contre il va s'en passer du temps. Il va se passer un bon bout de temps avant que j'y refoute les pieds parce que là c'est bon, ça m'a écœurée, vraiment, genre... c'est ce que j'ai dit à la directrice du master, je lui ai dit, tu te rends compte, j'en suis arrivée au point où je viens ici dans ce bâtiment et genre ça me crispe, genre physiquement ça me crispe, j'aime pas, alors que ça me surstimulait et que même si moi j'ai pas trop interagi avec d'autres élèves, alors j'ai eu des amis et tout que je voyais en cours machin, mais disons que j'ai eu beaucoup de mal à m'impliquer dans la vie universitaire, par exemple à aller dans des collectifs, à participer aux associations, aux événements, etc. J'ai vraiment... pour les mêmes raisons que cette histoire à la aide, et ça c'est peut-être moi qui me suis qui me suis planté cette idée toute seule dans la tête, mais je sais pas pourquoi je me suis auto-convaincue que j'avais ma place, mais pas vraiment, tu vois, que ouais c'est cool, on m'a pris ici, oui c'est cool, je passe les années les unes après les autres, mais j'avais quand même l'impression de toujours faire tâche, et ça je pense que c'est moi qui suis complexée, hein. Je pense pas que ce soit concrètement que j'avais pas ma place ou que des gens... me faisait sentir mal ou quoi à proprement parler, je pense que c'est juste moi qui ai développé ce complexe de merde et qui vit comme une frustrée et qui me suis auto-exclue de plein de choses. Donc quand bien même j'étais pas hyper investie dans la vie universitaire et et je m'identifiais pas spécialement à ce statut d'étudiante, disons que j'étais quand même contente. J'étais quand même contente d'aller dans les amphis, j'étais quand même contente d'aller étudier à la bibliothèque, j'étais contente d'avoir mon petit casier, j'étais contente de manger à la CAF, enfin tu vois, genre... et là, j'en suis arrivée à un point ces derniers mois où rien que prendre le tram et d'aller à l'Uni, c'était devenu... c'est comme si j'allais faire une tâche qui m'énerve, tu vois. C'est comme si je devais régler quelque chose qui me saoulait, tu vois ce que je veux dire ? Comme quand tu dois voir quelqu'un avec qui t'es en froid et puis... tu vas avoir pour la 15e fois la même conversation avec cette personne, et c'est vraiment, pour moi c'était pareil, j'avais une relation d'amour toxique là avec cet établissement malheureusement. Donc oui, il y a des situations dans lesquelles persévérer, continuer, s'encourager, tout ça sert, mais il y a que toi qui peux savoir à quel point tes limites elles sont outrepassées. Et là j'ai commencé à voir vraiment que si je continuais sur cette voie, on allait me perdre. Et ça sert à rien, en fait, de se bousiller le corps et le cerveau pour quelque chose qui est censé nous rapporter satisfaction à la fin, si, quand il arrive à la fin,
t'arrives même pas à l'apprécier. Tu vois ce que je veux dire? Genre, là, je sais que si j'avais continué, même avec un master en main dans 1 an et demi, j'aurais pas pu l'apprécier, j'aurais pas pu le savourer, parce que j'aurais pensé que à ce que ça m'avait coûté et ce que ça m'a fait perdre à côté, plutôt que de me dire quel bel accomplissement, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit aussi que ils s'étaient forcés à avancer dans les études, et qu'en fait, une fois qu'ils avaient eu leur diplôme, ils avaient été tellement dégoûtés par la matière qu'ils avaient étudiée justement parce qu'ils en avaient trop chié, qu'en fait, ils se sont reconvertis dans un autre truc. Voilà. En fait, souvent, le raisonnement qu'on a, c'est « Attends, j'ai déjà fait 1 année, ou j'ai déjà fait 2 ans, j'ai déjà fait 3 ans, ou il me reste juste 1 an pour terminer, je vais pas gâcher ces années en n'ayant pas de diplôme à la fin. » Et je peux comprendre ce raisonnement. Mais le truc, c'est que si vraiment ça commence à devenir dur et que tu trouves plus de sens dans ce que tu fais et que ça commence à te déplaire au point qu'il y a moyen qu'une fois ton diplôme obtenu, t'aies envie de carrément changer de domaine, ce que tu vas gâcher, c'est toutes ces années-là à ne pas faire autre chose, en fait. Parce que tu partes avec un diplôme ou pas, t'as quand même acquis énormément de choses pendant tes cours. Et moi, là, pendant les 6 mois que j'ai été dans ce master de communication digitale, je peux t'assurer que j'ai appris des trucs et que je vais m'en servir. Et c'est pas parce que j'ai pas un diplôme à la fin que ça a été gâché. C'est hyper délicat de savoir quand est-ce qu'on a atteint la limite ou quand est-ce qu'il faut juste faire un dernier petit effort. Tu sais, c'est comme au sport, genre, est-ce que tu peux encore faire cette répétition ou vraiment là tu risques la blessure? Et cette évaluation là, elle est très compliquée. Donc vraiment, si t'es dans cette situation là, déjà ce que je te conseille, si t'es un thérapeute, une thérapeute, c'est déjà d'en parler parce que ça peut être un sujet qu'on traite en psychothérapie, le stress au travail, le stress aux études, etc. Donc faut pas avoir honte en fait de parler de ces choses là carrément dans un cadre thérapeutique. Mais normalement dans tous les établissements scolaires, il y a des gens qui sont là pour orienter les élèves et pour les conseiller. Donc déjà, va aussi voir cette option, regarde s'il y a d'autres personnes qui ont fait les mêmes études que toi et qui les ont terminées, si elles ont des conseils à te donner, si elles peuvent t'orienter aussi et te conseiller de sorte à ce que tu saches où tu mets les pieds, parce que ça sert à rien de persévérer coûte que coûte dans un truc si en fait à la fin tu te rends compte que ce à quoi tu t'attendais c'était pas exactement ça, tu vois. Donc il faut se renseigner auprès des gens qui on fait ce que tu veux faire pour voir si c'est vraiment ça ce que tu veux faire. Il y a un tas de ressources qui sont à ta disposition, mais quand, comme moi, soit tu les as toutes épuisées, soit voilà, t'as des limites qui font que en fait on passe de l'inconfort à la douleur, au bout d'un moment faut lâcher le truc quoi. Je parle d'inconfort et de douleur parce que je me souviens que pendant un certain temps, je me suis inscrite à cours de yoga, mais c'était il y a plusieurs années, et la prof elle disait que les postures devaient être difficiles à faire dans la mesure où il fallait qu'elles nous fassent ressentir de l'inconfort et que c'était normal, mais qu'il fallait pas qu'on ait mal. Et du coup, elle avait vraiment insisté sur la différence entre l'inconfort et la douleur. Et pour moi, c'est pareil dans tous les domaines, que ce soit le sport, les relations amoureuses, l'université, on s'en fout. Mais à partir du moment où ton inconfort devient de la douleur, de la souffrance, il y a moyen qu'en fait, à partir de ce moment-là, tu sois en train de gâcher ton temps, ton énergie précieuse, et que ce soit ça que tu regrettes, le fait de t'être accroché jusqu'à la fin, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que justement, ils s'étaient fait violence jusqu'au bout, et qu'en regardant derrière, et je parle des gens d'Instagram, parce que du coup j'en ai parlé avec eux, avec elles et avec eux, et du coup ces gens-là m'ont dit, moi, je me suis accrochée alors que j'en pouvais plus et j'y ai laissé ma santé physique, ma santé mentale, ma vie sociale. Et en fait, après coup, je me demande si ça valait le coup parce qu'en fait, je suis dégoûtée de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment triste. Je vais finir cette vidéo en parlant du sentiment d'échec parce qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram si je vivais pas ça comme un échec et tout. Et pour être honnête, je pense pas que ce soit le mot échec dans la mesure où c'est moi qui ai décidé de partir. Je pense que si j'avais passé les examens et que je les avais ratés, oui, j'aurais vécu ça comme un échec, ça c'est sûr. Mais là, comme j'ai même pas essayé de passer les examens et que je suis partie avant d'être en échec, j'ai pas trop ce sentiment-là. Par contre, ça me complexe. Je me sens complexée dans la mesure où, quand j'ai eu ma prise de conscience de classe, là, il y a 3 ans, dans cette fameuse vidéo où je parle de ma révélation, de la révélation de ma vie, parce que c'est vraiment ce que c'est vraiment ça, en fait. C'est genre, les mots sont choisis, ne sont pas choisis au hasard, en fait. À partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai commencé à avoir honte de certaines choses qui étaient des impensés totales. Des impensés totaux. C'est bizarre dit comme ça, non? Bref, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Et où j'ai commencé à me dire, est-ce que ça, ce comportement, cette attitude, cette manière de faire, cette manière de parler, cette manière de raisonner, tous ces trucs, est-ce que ça, il faudrait que ça change? Et j'ai commencé à questionner un tas de trucs de ma vie et me demander si je devais pas faire différemment pour plus m'adapter à ce à quoi je tends.
Et ce à quoi je tends, c'est quand même différent de ce que j'ai connu jusqu'à maintenant. Dans le sens où, plus les années passent, plus je côtoie des personnes qui du coup travaillent dans des postes stylés, qui ont des situations qui sont beaucoup meilleures que celles de mes parents. Et moi je me projette là-dedans, je me dis mais moi j'aimerais bien travailler dans la réalisation, dans l'audiovisuel, dans l'événementiel, dans le milieu de la culture et tout, donc c'est une autre sphère que celle que je connais, tu vois. Et donc là j'ai commencé à complexer et à me demander si je devais pas changer des choses chez moi, si je devais pas faire des efforts sur certains trucs auxquels j'avais jamais pensé avant. Bah pour moi, les 2 cartes maîtresses que j'avais en main pour essayer de monter mon estime de moi, c'était j'ai une chaîne YouTube, je suis vachement suivie, et en plus de ça, je suis étudiante à l'université. Donc c'était un peu les 2 trucs de valeur sociale que je pouvais sortir en mode genre regardez, je mérite ma place. Alors que je ne crois pas en ce discours, parce qu'en fait, genre, pour moi, c'est du bullshit tout ça pour moi. Enfin, je dis ça dans le sens où, comme tout le monde, j'essaye de survivre et de me projeter dans quelque chose de stylé, et donc de jouer avec les codes de ce système. Mais si je m'écoute vraiment, moi, je trouve pas que c'est forcément une plus-value sociale d'avoir une chaîne YouTube et d'être à l'université, en fait. Parce que j'ai croisé des gens à l'université qui vont sûrement avoir une carrière absolument brillante et qui vont devenir des chercheurs et des chercheuses hors pair, mais c'est pas pour autant que je les respecte plus, et que, en fait, ils devraient pas être complexés, ces gens, tu vois ce que je veux dire? Et pareil, c'est pas parce qu'il y a des gens extrêmement connus sur internet qui ont des millions d'abonnés, des millions de vues, etc., que j'ai plus de respect pour eux et que je pense qu'ils ont plus de valeur. Mais comme tout le monde, j'ai intériorisé certaines normes, certaines logiques sociales dans la tête, et donc c'est vrai que dans certaines situations, notamment au travail, j'essayais un peu de me convaincre que j'avais ma place à travers ces 2 choses, ma chaîne YouTube et mes études. Et donc le fait de ne plus être en études, tout d'un coup, ça m'a fait un sentiment bizarre où je me suis dit merde, j'ai juste un bachelor de sociologie. C'est pas assez en fait. Comment je vais être perçue par ces gens-là qui ont des postes incroyables que j'aimerais un jour peut-être occuper, tu vois? Et donc ouais, ce sentiment un peu là je l'ai, j'avoue, mais je pense qu'il va passer. Je pense que c'est vraiment le temps que la transition se fasse. Mais sinon, je voulais revenir aussi sur un truc, c'est le sentiment d'être une imposture, d'être une arnaque, de pas avoir sa place en fait, qu'elle n'est pas méritée. Parce qu'il faut savoir que pendant que je faisais mon travail de bachelor, je me suis beaucoup renseignée sur du coup, le système éducatif suisse, sur justement comment le système éducatif était impacté par les inégalités de classe. Et du coup, j'ai appris énormément de choses sur mon propre parcours, en fait. Parce que, en 2 mots, j'ai appris que les établissements scolaires que j'avais fréquentés avant l'université faisaient partie des moins bien réputés de tout Genève, en gros, ceux qui sont vraiment tout en bas de la liste en termes de prestige et de tout ça, quoi. Et ça m'a complexée à la mort, parce qu'en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à me demander si, en fait, j'étais pas arrivée à l'université juste parce que j'étais un quota. J'ai commencé à me dire, mais si ça se trouve, j'ai pas du tout le même niveau que les autres, on m'a pris parce que je suis issue de tel collège, mais pas parce que je suis intelligente. Et donc, je me suis raconté cette histoire toute seule, alors qu'en fait, moi, je comprends tout à fait le système de quotas, et puis en fait, genre, jamais je penserais qu'une personne qui fait partie des quotas ne mérite pas sa place. Mais quand il s'agit de toi, tu peux pas t'empêcher de te demander si pour finir t'es compétent ou pas, tu vois ce que je veux dire? Bon bref. Et du coup, j'ai commencé à avoir la sensation d'être une arnaque et à commencer à me questionner sur les notes que j'avais obtenues. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que les profs ils m'ont mis des bonnes notes parce que j'ai compris et parce que je méritais ma bonne note? Ou est-ce qu'ils m'ont mis une bonne note parce qu'ils ont eu pitié de moi? Parce qu'en fait, je leur fais de la peine? Parce qu'en fait, ils pensent que c'est leur bonne action de charité de professeur que de me faire passer. Tu vois, et à nouveau, ça, c'est des trucs que je me raconte à moi, toute seule, parce que j'ai des problèmes d'estime de moi, tout ça, tu vois. Et donc, bref, au fur et à mesure que je travaillais pour ce projet de recherche, c'est vrai que ce sentiment a commencé à grandir. Et j'en ai parlé avec Annabelle. Et elle m'a dit un truc, mais tellement vrai, et genre, j'espère que tu vas retenir ça en sortant de cette vidéo si tu te sens concernée. Tu penses qu'entre une personne comme toi, issue du milieu duquel tu viens, qui rencontre les difficultés que tu rencontres, et qui en plus de ça a une moins bonne formation que les autres parce que tu sors de tel établissement scolaire, etc., et une personne qui a débarqué dans la même fac avec tout qui a été facilité parce que papa et maman sont respectivement professeurs et médecins, parce que ils leur payent leur loyer, leur bouffe, leur argent de poche, leur soirée, etc. Parce que en fait la seule chose qu'ils ont à faire c'est d'aller à l'université et réussir leurs examens. Entre toi et cette personne, tu penses que qui mérite le plus sa place si on doit parler de mérite? Si on devait qualifier quelqu'un d'arnaque dans cette histoire, bah c'est clairement pas toi.
Parce que ça veut dire que toi, t'as dû fournir plus d'efforts, t'as dû plus te casser la tête, t'as dû rattraper plus de trucs pour en arriver au même point. Donc si on devait parler de mérite, bah tu mérites plus ta place, entre guillemets. Et c'est pas pour complexer les bourges qui regardent mes vidéos ou les personnes juste plus aisées, etc. Et que tout d'un coup vous ayez des crises existentielles par rapport à ça, tu vois. Mais c'est vrai que si on doit regarder ça sous cet angle, qui mérite sa place, qui ne la mérite pas, c'est vrai que c'est un peu absurde que ce soit une personne comme moi qui se dise qu'elle mérite pas sa place là-bas. En fait, au contraire, c'est les gens comme nous qui méritons largement d'être là, en fait. Et qui méritons largement d'avoir nos diplômes. C'est vrai que si je devais faire le choix entre travailler avec quelqu'un qui a tout eu super facilement et qui est là parce qu'il a le bon nom, la bonne adresse, le bon revenu, et une personne qui est là parce que elle s'est battue bec et ongle pour être là où elle en est et qu'elle a persévéré et qu'elle a traversé les flammes de l'enfer mais qu'elle a tenu jusque-là, bah moi je choisis la personne qui a traversé les flammes de l'enfer pour travailler avec elle, si je devais faire un choix, tu vois. Donc ça m'a permis un peu de switcher cette mentalité et d'arrêter de penser qu'en fait, je suis bête. Et qu'en fait, j'avais rien à foutre là-bas et puis que finalement, tout ça, c'était juste de la charité. Parce que ça, c'est vraiment des choses que je me suis vraiment dites. Hein. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est absolument normal d'avoir l'impression qu'on a échoué, qu'on ait l'impression d'être nul, qu'on se mette à complexer, tout ça. Enfin, genre, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous et toutes vécu si justement tu te reconnais en fait dans ce récit, si t'as dû arrêter en cours de route un projet, des études, un travail, peu importe. Mais moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est d'écouter le récit des autres en fait, et d'ailleurs je t'invite à partager ton histoire dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme d'habitude, mais ça m'intéresserait de voir s'il y a des personnes qui ont vécu des choses similaires, qui ont traversé les mêmes questionnements, qui sont arrivées aux mêmes conclusions ou pas. Mais surtout prends le temps pour te poser et réfléchir à ces questions-là. Parce que souvent, c'est des choses qui sont là en arrière-plan, qui reviennent tous les jours, et puis on les prend pas au sérieux, ces questions. Donc moi, je t'invite vraiment à te poser et à réfléchir pour de vrai, au pour, au contre. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te pousse à arrêter? Quels sont les avantages à être dans cette situation-là? Quels sont les désavantages? Quelles sont les limites qui sont en train d'être outrepassées pour toi? Quelles sont les ressources à disposition? Parce que moi j'ai pas eu la force d'aller chercher celles que je pouvais aller j'arrive plus à parler. Moi j'ai pas eu la force d'aller chercher les ressources qui étaient à ma disposition, mais j'aurais pu continuer à me battre, j'aurais pu continuer à chercher des fonds, de l'argent, et peut-être que j'aurais pu continuer le master. Mais voilà, dans mon cas très spécifique, j'en étais arrivée à un point de non-retour. Et chacun a son point de non-retour à un endroit différent. À toi de savoir où tu te situes. Est-ce que t'es dans l'inconfort? Est-ce que t'es dans la douleur? Peu importe. Mais une chose est sûre, il faut prendre le temps d'en discuter. Discute de ça avec tes proches, avec tes amis, avec d'autres étudiants, avec les professeurs, peu importe. Comme d'habitude, si mon travail de manière générale te plaît, t'apporte quelque chose au quotidien et que tu veux me soutenir, tu peux le faire sur Utip en me faisant un petit don, ne serait-ce que d'1 €, de 50 centimes, peu importe. Mais pour moi, ça fait vraiment la différence au quotidien. Comme je l'ai dit, en ce moment, je ne compte que sur mon activité de youtubeuse pour vivre et franchement, c'est pas gagné. Parce que là, pour que t'aies un ordre d'idée, le dernier salaire YouTube que j'ai reçu, donc grâce aux vues de Google, c'est 140 balles. Voilà, on va pas très loin avec ça. Heureusement, il y a Utip. Et de toute façon, au fur et à mesure que je posterai des vidéos, mon salaire YouTube va augmenter. Mais là, je vais commencer à travailler vraiment en partenariat avec d'autres gens, parce qu'en fait, il y en a marre de travailler gratos, de donner autant pour si peu. Et j'ai pris la décision récemment que oui, en fait, genre, je peux tout à fait respecter mes valeurs et continuer de garder mon intégrité tout en essayant de faire sponsoriser mon travail, parce qu'en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de m'auto-mettre des bâtons dans les roues pour plein de raisons. Bref, en attendant que je puisse réguler ma situation, si t'as envie du coup de me soutenir et de permettre à cette chaîne d'être le plus possible autonome et indépendante, et tu peux aller faire un tour sur cette plateforme. Et merci du fond du cœur, vraiment, genre, vous vous rendez pas compte à quel point ça me touche, mais si tu fais partie des gens qui me font des dons réguliers, ou même si tu l'as fait juste une fois, genre, tu as ma reconnaissance éternelle. Vraiment, tu te rends pas compte à quel point ce virement Utip me sauve la vie chaque mois pour payer les trucs que je dois payer, pour remplir mon frigo, pour juste pouvoir ne serait-ce que m'habiller, tu vois, genre vraiment merci, genre à chaque fois je pense à vous quand je peux dépenser mon argent et que je sais que il vient de là, et j'ai une reconnaissance et une gratitude infinie pour les personnes qui font ce geste. Donc vraiment merci beaucoup. Je pense que je vais m'arrêter là, j'ai déjà beaucoup parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va aller pour toi si tu t'es reconnu dans mon récit. En tout cas, on est ensemble, force à toi. Tu peux trouver du réconfort, de soutien, de la compagnie ici dans la barre des commentaires ou sur Instagram si tu veux aller sur Insta. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très très fort.